Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé hier un discours à la nation à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Un discours dans lequel le souverain a fait d'importantes annonces, aussi bien sur des initiatives politiques et diplomatiques que sur les perspectives de développement économique. Nous en parlons ce matin avec notre invité. Il s'agit de Moustapha Shimi, politologue. Bonjour à vous, professeur Shimi. Bonjour. Alors, on imagine que, comme je le disais, ce discours était plein d'axes importants. On va aller axe par axe sur le plan politique, notamment sur la question du Sahara. Que faut-il retenir de ce qui est paru hier de ce qui est venu hier dans le discours royal? Alors d'abord, sur la question du Sahara qui a été évoquée par le souverain, il y a un certain nombre de points qu'il faut relever. Sa Majesté le Roi a fait référence au fait qu'il y avait davantage de soutien de la communauté internationale et qu'il y avait en particulier le nouveau soutien, si je puis dire, d'États influents. Il n'a pas cité lesquels, mais tout le monde avait évidemment à l'esprit le fait que c'était la réévaluation de la position de la France sur la question nationale, illustrée par le vote de la résolution, évidemment, comme toujours depuis 2007, mais surtout par l'explication de vote qui a été donnée par l'ambassadeur français à New York. Et à ce sujet, le diplomate français a fait expressément référence au soutien constant de manière historique de Paris pour ce qui est du projet d'autonomie d'avril 2007. Et plus encore, il a appelé à ce que ce plan de règlement qui est donc sur la table des Nations Unies puisse avancer. Là, c'est des éléments intéressants qui ont été d'ailleurs appréciés, je puis le dire, à Rabat, et qui traduisent bien le fait que Paris a finalement fini par réévaluer sa position et pratiquement à s'aligner sur la position d'autres pays influents européens et autres. Premier point. Le deuxième point aussi, c'est le fait que c'est une résolution, la 2703 du 30 octobre dernier, consacre de nouveau des acquis et elle réitère son appui et à l'émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, et aux paramètres de négociation qui sont connus, c'est-à-dire la formule des tables rondes qu'il faut réactiver. Ensuite, un processus en vue d'un règlement politique et d'un compromis sur la base du réalisme et du compromis. Et puis aussi l'insistance du Conseil de sécurité pour le recensement des réfugiés de Tindouf, alors que tout le monde sait que l'Algérie s'obstine à refuser ce recensement, si bien qu'il s'agit de réfugiés qui n'ont aucun statut diplomatique, qui n'ont aucune protection. Et ça, évidemment, c'est contraire aux dispositions des instruments internationaux, notamment la Convention des réfugiés. Donc, en résumé, sur la question nationale, la position du Maroc est consolidée davantage et la résolution 2703 montre en creux, si je puis dire, qu'il y a deux parties, en l'occurrence essentiellement l'Algérie, évidemment, qui refusent de se réinsérer dans le processus de négociation. Alors, sur ça, c'est sur le plan diplomatique, mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans les provinces du Sud, cela n'empêche pas la bonne marche des projets de développement. Et cet aspect économique, notamment de développement des provinces du Sud, est aussi revenu largement dans ce discours. C'est quelque chose d'exemplaire qui est fait dans les provinces du Sud. Il fallait connaître les provinces du Sud lors de leur récupération en 1975, dans quel état elles étaient, et les provinces du Sud, donc aujourd'hui, 48 ans après. Il faut dire que sur ce plan-là, une priorité a été donnée par le Maroc et le souverain. Et je voudrais vous préciser et vous rappeler en même temps qu'il y a eu déjà en 2013-2014 une réflexion nationale sur le modèle de développement du Sud. Et ça s'est traduit le 6 novembre 2015
par le discours royal qui a été fait à l'Aïoun et l'annonce d'un grand plan de développement. Le modèle de développement des provinces du Sud, c'est extrêmement important. C'est un plan échelonné sur 5 ans à l'époque. C'était 77 milliards de dirhams. Depuis, ça a pratiquement doublé, évidemment, avec de grands chantiers qui sont soit achevés, soit en cours de finalisation. Et parmi les grands chantiers, évidemment, il y a les infrastructures, les routes, etc. Et puis, ce qui est fait, qui est emblématique de cette vision de développement des provinces du Sud, c'est le port de Dakhla Atlantique, qui va être l'un des grands ports de la façade sud-atlantique, est extrêmement important. Enfin, le niveau de développement, c'est dans les provinces sahariennes qu'il y a le meilleur taux de scolarisation et de développement humain pour ce qui est de la santé, de l'habitat, etc. Et c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que à travers les provinces du Sud récupérées, le Maroc tient à mettre en exergue un modèle de développement, c'est-à-dire concrétiser la régionalisation avancée, qui est l'une des pierres angulaires, vous le savez, du modèle marocain de développement, et tout ça doit donc être apprécié d'ailleurs par la communauté internationale. Alors, au-delà des provinces du Sud, il y a aussi cet aspect relatif à la mise à niveau de l'ensemble du littoral atlantique. Et là, on imagine que les projets ne manquent pas. De quoi s'agit-il, M. Fassemi? Ce qui est intéressant dans le discours royal, c'est qu'au-delà de la cause nationale et des avancées qu'elle enregistre et de la dynamique qui l'accompagne, il y a eu une mise en perspective de ce qui est fait dans les provinces sahariennes par rapport à une problématique quasiment continentale, celle des pays africains de Atlantique Sud. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui devait être souligné. Il faut rappeler que c'est à ce sujet que le Maroc a été pionnier dans cette approche, puisque dès 2009, il avait provoqué une conférence à ce sujet pour qu'il y ait une réflexion sur les facteurs de rapprochement et de coopération entre les pays de la façade Atlantique Sud. Ils sont au nombre de 23. Et il y a eu un autre appel du souverain, c'était en 2013 aussi, qui a appelé de ses voeux à ce qu'il y ait une organisation. Et puis, il y a aussi, voici 16 mois, c'était au début de juin 2022, le Maroc a vu ses efforts couronnés de succès, si je puis dire, avec enfin la première réunion ministérielle des États africains atlantiques. Et je crois que c'est important. Il faut rappeler l'importance de la vingtaine de pays de l'Atlantique Sud. Ils constituent 46% de la population du continent, 55% du PIB de l'Afrique. Ils assurent 57% du commerce continental, mais hélas, ils ne recueillent que 4% des investissements directs étrangers de l'Atlantique dans sa globalité, alors que l'Atlantique Nord, évidemment, totalise les 3/4 des IDE. Donc il y a là une interpellation royale qui a été importante, et il a développé cet aspect-là en disant qu'il fallait évidemment se préoccuper de mieux structurer les pays, le cadre des pays riverains de la façade Atlantique Sud, et que c'était là un aspect évidemment qui présentait un certain nombre de traits. D'abord, il faut une mise à niveau évidemment économique parce que c'est une façade importante. Et sur ce plan-là, le Maroc est crédible puisque la façade atlantique du Maroc, de Tanger à La Guaira, fait 3000 kilomètres. C'est aussi le souci d'en faire un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Et sur ce plan-là, là encore, le Maroc a des atouts parce que du fait des programmes d'équipement, d'infrastructures, de logistique, etc., il est disposé donc à s'insérer dans cette perspective de coopération, de développement des pays atlantiques. Et puis, il y a des atouts communs qu'il faut partager. Il y a le problème des ressources naturelles, évidemment, offshore, le problème de la pêche qui intéresse tous les pays atlantiques, dessalement, l'économie bleue. Sur ce plan-là,
avec les énergies renouvelables, etc., le Maroc dispose d'un savoir-faire, d'une capitalisation. Il disposait à mettre à profit cette expérience-là, ces acquis, au profit des autres pays. Mhm. Il faut ajouter encore peut-être un autre point, c'est le fait que ces pays de l'Atlantique Sud, donc, sont un espace de mobilité, évidemment. C'est un lieu de brassage culturel et ethnique, c'est connu. Mais ce sont des pays où il y a d'énormes ressources maritimes. Pour Mhm. autant, Mhm. ce sont des pays qui sont confrontés à un certain nombre de défis et de menaces. Effectivement, Lesquels? on va évoquer ces défis et ces menaces. C'est probablement ce qui inspire ce point où le souverain parle d'une initiative au profit des pays du Sahel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, Moustapha Seymi? Ça veut dire que d'abord, peut-être il faut parler des défis et des menaces, si vous le permettez. Mhm. Ce sont d'abord des menaces sécuritaires qui sont connues avec tous les problèmes qu'il y a le long de la vingtaine de pays de la façade Atlantique Sud. Il y a également de gros problèmes pour ce qui est de la criminalité, de l'insécurité maritime, de la piraterie, de la lutte contre le terrorisme et la lutte également contre le grand banditisme. Et je voudrais donner un chiffre, c'est que 90% des incidents maritimes le long de cette façade Atlantique Sud se produisent précisément dans cette région, et notamment des actes de piraterie. Et puis, un autre chiffre aussi, 48% des victimes terroristes du continent se trouvent dans la vingtaine de pays, de cette façade Atlantique Sud. Alors, la position du Maroc, elle a été exprimée lors de la conférence qui s'était tenue début juin 2022 à Rabat. Il faut le rappeler, c'était à cette occasion la première réunion ministérielle des États africains atlantiques. Donc on retrouve bien là le souci exprimé par le souverain d'une structuration institutionnelle des pays riverains dans un cadre de l'Atlantique Sud. Et ce que défend le Maroc, c'est un certain nombre de principes qui a été d'ailleurs développé dans la déclaration de Rabat qui a été publiée à l'issue de cette conférence ministérielle de juin 2022. Quels sont ces Mhm. principes? Mhm. Il faut d'abord consacrer une vision partagée. Les avis ne sont pas encore tout à fait convergents, mais il y a de gros efforts qui sont faits à ce sujet. Il faut aussi institutionnaliser une démarche, c'est-à-dire pas se limiter simplement à des rendez-vous annuels ou biannuels ou triennaux, etc. Mais il faut peut-être donner un cadre institutionnel, ce qu'a rappelé le souverain dans le discours. Il faut également veiller à structurer cet espace Atlantique Sud. Et puis, il faut ajouter d'autres principes, par exemple la coordination sur des thèmes stratégiques et des secteurs structurants. Mhm. À noter que pour le Maroc, la structuration des pays riverains de l'Atlantique Sud ne fait pas concurrence, loin de là, avec les actions et les rôles des organisations régionales ou de configuration africaine. En d'autres termes, la thèse du Maroc, c'est qu'il faut s'approprier l'Atlantique et pour ça, il faut des positions communes, c'est-à-dire que les pays riverains de l'Atlantique ne doivent pas tourner le dos à l'Atlantique, mais doivent au contraire donc appréhender l'Atlantique comme constitutif de leur espace géostratégique et Mhm. aussi du champ immense des ressources et des potentialités qu'il faut mettre en valeur. Effectivement, quand vous parlez de ces ressources immenses, on pense au gaz, aux ressources minières, entre autres. D'ailleurs, le projet de gazoduc Nigeria-Maroc est revenu dans ce discours à ce propos. Que faut-il s'attendre comme perspective? C'est la meilleure illustration de la vision marocaine et de la priorité donnée par le souverain donc aux exigences de davantage de coopération, de partenariat dans le continent et en particulier en l'espèce pour ce qui est des pays de l'Atlantique Sud. C'est un grand projet qui a été initié, il faut le rappeler, en décembre 2016 à Rabat, à l'occasion d'une rencontre entre le souverain et le président nigérian Buhari, et ça a été suivi ensuite en 2018 par un accord, puis d'autres accords qui ont suivi.
C'est un grand projet qui couvre donc à peu près 5700 kilomètres, qui intéresse 11 pays, qui va bénéficier directement ou indirectement donc à 400 millions de personnes, soit le total de la population de ces pays. Ça aura des incidences sur les conditions de vie, évidemment, et de travail des populations concernées, puisqu'il va fournir de l'énergie, et c'est important. C'est un projet aussi d'une grande ampleur. Il est évalué à plus de 25 milliards de dollars et les études avancent. Il y a des conventions qui ont été signées avec chacun des pays donc intéressés. Il y a une phase 1 qui a été celle de l'étude de faisabilité technique, une phase 2 celle du montage financier, une phase 3 qui est en cours donc pour la finalisation de tous ces calculs, de toutes ces prévisions. Et c'est donc un grand projet. C'est-à-dire que la vision royale, c'est au-delà des discours unitaires des uns et des autres et des rhétoriques habituelles que l'on peut trouver dans certaines conférences internationales, il faut du concret, il faut du structurant, il faut du mobilisable et donner une visibilité aux points communs entre les pays africains. Et sur ce plan-là, donc, il faut un cadre institutionnel. Le Maroc avance dans cette réflexion-là. Et puis aussi le fait que tout ça, le Maroc est bien placé pour porter cette bonne parole, si je puis dire, parce que le Maroc a une expérience, il a capitalisé un savoir-faire, il a une expertise dans un certain nombre de domaines et évidemment son souhait c'est de partager et d'échanger les expériences avec les pays africains concernés. Le souverain est revenu sur la notion de sérieux. Sérieux, il a précisé qu'il avait déjà développé, vous en souvenez, et il a précisé qu'à ses yeux, il s'agissait de cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire de mobilisation, d'effort, de persévérance, pour donc nourrir et accompagner une dynamique de développement. Et ça, je crois que sur ce plan-là, souvent parler d'une marque Maroc, c'est-à-dire un label qui présente quel trait. Le premier trait, c'est celui de la solidarité. Le Maroc est solidaire des pays africains. Il se distingue, vous le savez, à l'international par une vision d'une coopération sud-sud qui avait été formulée, voici près d'une dizaine d'années au forum donc d'Abidjan en février 2014, la coopération sud-sud avec ce mot d'ordre qui est resté dans la mémoire collective, l'Afrique doit faire confiance aux Africains, etc. Et puis aussi l'entraide, le partenariat, la coopération privilégiée, et puis l'ouverture. Sur ce plan-là, le Maroc dispose d'atouts, c'est un partenaire qui a assis, consolidé sa crédibilité. Sur le plan politique et sur le plan économique aussi se distingue par de l'innovation, de la proposition. Le Maroc est quasiment pionnier pour ce qui est des énergies renouvelables, de la lutte contre les effets du changement climatique. Merci. Et d'autres secteurs, sans parler évidemment le fait que le Maroc est pionnier dans la lutte antiterroriste et la mobilisation des ressources humaines. Et puis une vision humaniste du développement, c'est-à-dire un développement qui assure le progrès social au profit des populations et des individus. Merci à vous, Moustapha Sahimi. Je rappelle que vous êtes politologue. Vous nous faisiez donc l'essentiel de ce qu'il faut retenir donc de ces messages principaux venus donc dans le discours royal à l'occasion de la 48e donc du 48e anniversaire de la Marche verte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.